Aujourd'hui, nous allons étudier l'une des machines les plus utilisées dans le monde industriel. Une machine qui est réversible. Elle peut être soit utilisée en moteur, soit en machine synchrone. Une machine qui est synchrone, qui veut dire que le rotor suit le champ tournant sans glissement, contrairement au moteur asynchrone. La machine qu'on va étudier aujourd'hui est la machine synchrone. Alors, les composantes de compétences et énoncer le principe de fonctionnement de la machine synchrone, expliquer le principe de l'autopilotage d'une machine synchrone. Le produit support utilisé, proposé pour ce chapitre est alimentation de secours, afin d'étudier les différentes parties de la machine synchrone. L'objectif est répondre à la situation problème qui est comment peut-on assurer une alimentation sans interruption pour des systèmes qui nécessitent une continuité de service. Notre produit support qui est l'alimentation de secours, elle comporte deux ASI, ASI dynamique et ASI statique. L'ASI statique déjà étudiée, c'est quoi? C'est un ensemble de redresseurs, batteries accumulateurs et onduleurs. Elle permet d'alimenter le matériel informatique et l'éclairage de secours. Deuxième ASI, c'est l'ASI dynamique. Elle comporte le moteur thermique, l'embrayage électromagnétique, le volant d'inertie et la machine synchrone. Notre machine synchrone, elle est là. Elle va fonctionner en moteur et en génératrice. L'installation électrique possède deux modes de fonctionnement. Tout d'abord, le fonctionnement en mode normal, c'est la fermeture de l'interrupteur I1. On a le réseau de distribution qui va alimenter le moteur. La machine va fonctionner comme un moteur synchrone qui va entraîner le volant d'inertie. Le réseau de distribution va alimenter aussi la chaîne de production et le matériel informatique et éclairage de secours via quoi? Via l'onduleur. L'ASI statique. ASI veut dire quoi? Alimentation sans interruption. Alors, la machine synchrone fonctionne alors en moteur entraînant le volant d'inertie. Fonctionnement en mode autonome. Ouverture de l'interrupteur I1 et fermeture de l'interrupteur I2. Qu'est-ce qui arrive? Le volant d'inertie qui était entraîné par le moteur synchrone, il va entraîner la machine synchrone qui fonctionne alors en alternateur. Deuxième fonctionnement de la machine synchrone. Démarre le moteur thermique à travers l'embrayage électromagnétique. Le moteur thermique est alors couplé à la machine synchrone, qui est l'alternateur, et qui continue quoi? D'alimenter la chaîne de production et le matériel, l'informatique, l'éclairage de secours via l'ASI statique, qui comporte, comme on vient de dire, le redresseur, l'onduleur, déjà étudié précédemment. Maintenant, les caractéristiques de la machine. On a la puissance apparente. L'alternateur, il est caractérisé par sa puissance apparente, parce que c'est une génératrice.
On a ici deux tensions, la tension 400 volts et la tension 230 volts. Ce sont deux réseaux. Hein? Le réseau 400 volts, c'est pour le couplage étoile. Le réseau 230 volts, c'est pour le couplage triangle. On a la fréquence, c'est la fréquence au Maroc. La fréquence au Maroc, en Afrique et en Europe, elle est toujours 50 Hz. N, le nombre de tours par minute, est égal à 1500 tours par minute. Et le rendement, 93%. Les questions, calculer le nombre de pôles, déterminer la valeur, on ne peut pas répondre. D'où l'intérêt d'étudier la machine synchrone. La machine synchrone, c'est quoi? D'abord, c'est un convertisseur électromécanique réversible. Réversible veut dire quoi? Il peut fonctionner soit en moteur synchrone, soit en alternateur, ça veut dire génératrice. Les symboles, on a quoi pour la machine synchrone? On a deux parties. Il y a l'induit, c'est le stateur. L'induit il représente le stateur. Et l'inducteur, c'est le rotor. L'organisation de la machine, simplifiée, est quoi? L'alternateur comprend deux parties principales, l'inducteur, le rotor. L'induit, le stateur. L'inducteur, il a pour rôle de créer un champ magnétique tournant à l'aide d'un rotor magnétisant mis en rotation. Pourquoi un champ magnétique tournant? Pour faire varier le flux. La variation de flux entraîne création de quoi? De force électromotrice, selon la loi de Lenz, qui dit quoi? Que E, la force électromotrice, est égale à moins N dφ sur dt. Comme on a vu pour le transformateur, au primaire, c'était N1 dφ, moins N1 dφ sur dt, et pour le secondaire, moins N2 dφ sur dt. Pour la machine synchrone, la force électromotrice est égale à moins N dφ sur dt. On a pour l'inducteur, il y a deux grandes familles. Tout d'abord, là. Alors l'inducteur, il y a deux grandes familles. Pour l'inducteur, il y a deux grandes familles. Il y a la machine à pôle saillant, tournant moins vite et de ce fait fournissant moins de puissance. Elle est utilisée dans les centrales hydrauliques et les groupes électrogènes. Pour notre cas, on a un groupe électrogène qui comporte un moteur diesel, un embrayage, un volant d'inertie et la machine synchrone. On a ici quoi? On a deux pôles. Alors, le nombre de paires de pôles, c'est P est égal à 1. Pour le deuxième cas, figure 2, on a 4 pôles. 2 pôles nord et 2 pôles sud. Alors, le nombre de paires de pôles est 2. Le rotor, il est caractérisé par son nombre de paires de pôles, qui est P. La machine à pôle lisse. Figure 3, on a 2 pôles, pôle nord et pôle sud. P est égal à quoi? 1. 1 veut dire quoi? Paire de pôles est égal à 1 veut dire que le nombre de pôles est égal à 2. Elle est très robuste, elle permet d'obtenir des fréquences de rotation élevées. Elle est utilisée dans les centrales thermiques et les centrales nucléaires. La machine synchrone brushless. Cette machine, elle est caractérisée par un inducteur. On a à la place du bobinage, on a un électroaimant. Un électroaimant.
La machine synchrone. Oui. Montage. Machine synchrone brushless. Cette machine, il est caractérisée par à la place des électroaimants, on a un aimant permanent. On a un aimant permanent. Cette structure réserve plusieurs avantages. Pas de perte au rotor, parce qu'on a un aimant permanent. Pas besoin de bobinage et de balai au rotor. Un rotor plus léger. Le problème autrefois, c'était quoi? C'était la puissance qui n'était pas très élevée. La machine de très forte dimension, on ne peut pas avoir des machines de très forte dimension. Mais avec les progrès réalisés sur les aimants, on observe une montée en puissance de ces moteurs. L'induit, voilà l'induit, il est constitué de bobinages, trois bobines qui sont placées dans l'induit, qui sont décalées les unes par rapport aux autres d'un angle de 2π/3 radians, c'est-à-dire 120 degrés, en fournissant de ce fait des courants triphasés. On a ici le bobinage, ici, il est en étoile, bobine numéro 1, bobine numéro 2 et bobine numéro 3. On peut avoir rarement le bobinage triangle. Le plus utilisé, c'est le couplage étoile. Caractéristiques de l'alternateur. Fréquence des forces électromotrices induites. Alors, on va chercher maintenant la relation entre la fréquence et la vitesse de rotation n et le nombre de paires de pôles. On va prendre tout d'abord P égale à 1. P égale à veut dire quoi? Veut dire qu'on a un pôle nord et un pôle sud. On place un conducteur ici, on va voir la fréquence de la force électromotrice pour ce conducteur. Tout d'abord, on va prendre n est égal à 1 tour par seconde. Position numéro 1. Le conducteur il est sous le pôle nord. Rotation de 80 degrés, dans le sens des aiguilles d'une montre. On a le conducteur, il est entre le pôle nord et le pôle sud, ça veut dire 0. Rotation 90 degrés. Le conducteur il est sous le pôle sud. Troisième rotation. On a le conducteur, il est entre le pôle nord et le pôle sud. Et enfin, la dernière, on a le conducteur, il revient à sa place, donc n est égal à 1. On a quoi? On a la fréquence qui est égale à quoi? Est égale à 1. La fréquence des forces électromotrices, c'est 1. Nord, 0, sud, 0, et revient au nord. Pour P égale maintenant 2. P égale à 2 veut dire quoi? 2 pôles nord et 2 pôles sud. Même position pour le conducteur, elle est sous le pôle nord. Rotation sous le pôle sud. Et notre rotation, elle est sous le pôle nord. Voilà, une période, première période. Rotation pôle sud et notre rotation, deuxième période. Alors, on a la fréquence F qui est égale à 2 fois n. Alors, en général, la fréquence des forces électromotrices induites est égale à P, le nombre de paires de pôles, fois la vitesse de rotation n. Aussi, si on multiplie F par 2π, on obtient quoi? La pulsation. Et si on multiplie n par 2π, on obtient quoi? La vitesse angulaire, ou bien la vitesse de rotation. Alors, l'autre relation, c'est quoi? La pulsation est égale P fois la vitesse angulaire, vitesse de rotation. On a un petit tableau ici. On va chercher quelques valeurs, 4 valeurs. On sait qu'au Maroc, la fréquence elle est égale à 50 Hz. Maroc, Afrique, Europe, fréquence est égale à 50 Hz. On va prendre différentes valeurs de P. On va chercher N en tours par seconde, N en tours par minute et la vitesse angulaire. La relation tout d'abord, on a pour P est égal à 1,
on a n qui est égal à quoi? Qui est égal à 50 sur 1, ça fait 50. Maintenant, pour P est égal à 2, on va trouver quoi? C'est 50, F égale à 50, sur 2. On a ici quoi? 25. On a ici 25. Deuxième question, concernant le nombre de tours par seconde. Pour P égale à 50, on cherche la valeur de n. N est égal à quoi? C'est la fréquence. 50 divisé par ça fait combien? Ça fait ici, c'est 1. On tourne par minute. On doit multiplier par 60. On obtient ici quoi? 1000. Ça fait 3000. Divisé par 3, ça fait 1000. Et enfin ici, c'est quoi? C'est la vitesse angulaire. C'est 2pi fois n. 2 fois 50, ça fait 100 fois pi, c'est 314. Valeur efficace de la force électromotrice induite par un enroulement. Chaque enroulement génère une force électromotrice induite selon la loi de Lenz. C'est E toujours est égal. Moins N dφ sur dt. Phi, c'est quoi? C'est le flux. Le flux, c'est quoi? Le produit scalaire des champs magnétiques d'induction et la section circuit magnétique. On obtient, comme pour le transformateur, l'expression de E qui est égale à K fois F. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La fréquence fois n, le nombre de conducteurs actifs par enroulement. Phi max qui est égal à quoi? B max fois S. Pour le transformateur, on a trouvé que E est égal à 4,44 N1 F N B max S. Et pour le secondaire, c'était N2 pour N2. Ici, on a K. Pourquoi on a K? Parce que pour le transformateur, c'est une machine qui est statique. On a la valeur de K est égale à 4,44, depuis sur la racine de 2. Mais pour notre machine synchrone, le coefficient K, il ne dépend que des caractéristiques technologiques de l'alternateur, parce que c'est une machine qui est tournante. Maintenant, on passe au couplage de l'alternateur triphasé. Hein, comme vous savez, il y a deux couplages pour le transformateur, pour notre alternateur. Il peut être couplé soit en étoile, soit en triangle. On va prendre l'exemple de l'essai à vide. L'essai à vide veut dire quoi? Il n'y a pas de charge. Pas de charge. Le courant est égal à 0. Le courant est égal à 0.
Donc, on a la tension directement est égale à la force électromotrice induite. Alors, si on prend maintenant E égale à 230, pour le couplage étoile, on a eu, c'est une tension composée entre phase 1 et phase 2. C'est la tension U1,2. La relation de U avec E est représentée par quoi? Par V, parce que c'est la force électromotrice pour un enroulement. C'est que la tension composée, comme on a déjà vu lors de l'étude du système triphasé, la tension composée est égale à la racine de 3 fois la tension simple. La tension simple est quoi? La tension entre phase et neutre. La tension composée, la tension entre phase et phase. Alors on a E est égal à E fois la racine de 3, qui est égal à quoi? La racine de 3 fois 230, ça fait combien? C'est 400 volts. Voilà le câblage normalisé. Pour le couplage triangle, la tension au bord de chaque enroulement est une tension qui est composée. Alors, on a directement E égale à E. Ici, on doit écrire quoi? E est égal à E. La valeur numérique est quoi? 230 volts. Excitation des alternateurs. Lorsqu'on dit excitation, ça veut dire quoi? On va exciter l'inducteur. On va exciter quoi? L'inducteur, le rotor. Lorsque l'alternateur est à aimant permanent, il n'a pas besoin d'être excité. Aimant permanent, il n'a pas besoin d'être excité. Il n'y a pas de bobinage, pas de balai. Hein? C'est très simple. Lorsque l'inducteur maintenant est un électron aimant, il doit être traversé par des courants continus afin de créer quoi? Des pôles nord et des pôles sud. Deux cas se présentent. Soit on a une source extérieure reliée au rotor par un système de bagues et de balais, soit que l'induit lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va alimenter l'inducteur via un pont redresseur. On dit que l'alternateur est, comment? Il est auto-excité. Ici, on doit placer quoi? Auto-excité, parce que l'inducteur, il est alimenté par un courant de l'induit via un pont redresseur. Maintenant, un fonctionnement en charge. Maintenant, si on place une charge au bord de l'alternateur, on va prendre seulement un enroulement. On va prendre comme hypothèse le circuit magnétique il est non saturé. Au stateur, le régime est sinusoïdal. Pour la phase I, ça peut être phase 1, 2 ou 3. On a quoi? On a tout d'abord la force électromotrice qui est égale à K fois N fois F fois phi max. Et on a la réactance synchrone. Ici, c'est la réactance synchrone. La réactance synchrone XS, c'est quoi? C'est l'inductance synchrone fois la pulsation. Et on a la résistance d'un enroulement statorique. Et on a ici une tension qui est simple. Ça veut dire quoi? L'alternateur est couplé en étoile. Si on a un alternateur qui est couplé en triangle, on doit trouver quoi? Une tension qui est composée. Et l'enroulement il est traversé par le courant par phase. Maintenant, on a l'enroulement est traversé par le courant de ligne I. Et la tension est une tension qui est simple. Donc ici, on est en train d'étudier un alternateur qui est couplé en étoile. D'après la loi des mailles, on a VI, la notation ici elle est complexe, VI est égal à EI moins, entre parenthèses, RS plus JXSS, ferme la parenthèse, fois le courant II. On passe à la représentation vectorielle, diagramme de Ben-Eschenburg, bien diagramme vectoriel. On parle ici de quelle est la nature de la charge ici. On a la tension qui est en avance par rapport au courant. Alors on est en train d'étudier une charge qui est inductive. Une charge qui est inductive. On trace tout d'abord la tension V.
Et après, on ajoute quoi? Le vecteur RSI, qui doit être parallèle avec le courant I. Hein? Pour la construction, on doit placer RI parallèle avec I. Et on a XSI', parce qu'il y a un phaseur de 90 degrés. Hein, parce que XS, c'est un nom J, normalement c'est JXSI. Il est complexe. Donc on place ici quoi? Le vecteur XSI', qui est perpendiculaire au vecteur RSI. La somme de ces trois vecteurs, c'est E. Maintenant, si on a une charge résistive, le courant E doit être comment? Collinéaire avec la tension V. Même direction et même sens. RS aussi. Elle est dans la direction et le sens du vecteur V. Et XS est le perpendiculaire. On a un triangle qui est rectangle. Il y a d'autres cas, bien sûr. Mais... Détermination maintenant. Comment peut-on déterminer la réactance synchrone? Détermination de XS. Voilà. Pour déterminer XS, on a deux essais. Essai à vide, E en fonction de courant d'excitation, et essai en court-circuit. Le courant de court-circuit, on court-circuite l'alternateur en fonction de IE. Et on a les deux caractéristiques ici. Hein? D'après ce qu'on a déjà vu, hein, c'est le courant. Si on a un court-circuit, alors V est égal à 0. Et on a le courant, et on a ZS qui est égal à quoi? Est égal à la force électromotrice divisée par le courant I. Maintenant, pour déterminer tout d'abord, dans un premier lieu, ZS, on prend pour le même courant II. Et on doit trouver le courant ICC et la force électromotrice E0. Pour le même courant IE, 0 par exemple, on doit déterminer d'après les caractéristiques le courant de court-circuit 0 et la force électromotrice E0. Et on va trouver que XS, on doit déterminer tout d'abord ZS, qui est égal à quoi? Ici, c'est E0 divisé par ICC. Et XS, d'après le théorème de Pythagore, il est égal à la racine de Z carré moins R carré. La réactance est généralement très grande devant la résistance d'un enroulement, alors on peut négliger le R devant Z et on trouve que Z qui est égal à E0 sur SSE0, il est à peu près égal à la réactance synchrone. Maintenant, le bilan de puissance. La puissance absorbée, c'est la puissance absorbée ici. Elle est égale à la puissance mécanique des moteurs d'entraînement. Pour notre système, il y a un moteur d'entraînement, le moteur thermique. Et il y a la puissance électrique consommée par l'inducteur. La puissance est-il? C'est la puissance électrique fournie à la charge. Donc l'entrée, elle est mécanique, puis l'excitation. Et la sortie, elle est électrique, parce qu'il s'agit ici de quoi? D'une génératrice. Les pertes joules, il y a deux pertes, il y a les pertes joules dans l'induit et les pertes joules dans l'inducteur. Les pertes joules de l'induit, ça dépend du couplage tout d'abord, ça dépend du couplage. Si on a la résistance d'un enroulement, chaque enroulement, il va consommer RS I carré. Les trois enroulements, les pertes joules statoriques, c'est égal à quoi? 3 RS I carré pour le couplage étoile. Maintenant, si on a un couplage triangle, les résistances sont traversées par le courant par phase J. Alors, les pertes joules statoriques est égal à quoi? 3 RS G carré. Pour le couplage triangle, la relation entre le courant en ligne et le courant par phase, c'est quoi? C'est que I est égal à la racine de 3 fois
J. Alors, I carré est égal à 3 fois J carré. Alors, les PJS est égal à quoi? Est égal à RS I carré. Maintenant, si on a la résistance mesurée entre deux bornes, résistance mesurée entre deux bornes, peu importe le couplage, les pertes géostatoriques sont égales à quoi? 3 sur 2 R I carré. Alors, les pertes joules dans l'inducteur, perte JE, il y a trois formules, soit en fonction de la tension et le courant, en fonction de la résistance et le courant, ou bien en fonction de la tension et la résistance. Hein? Expression numéro 1, c'est que perte joule d'excitation est égale à UE fois IE. Si on remplace maintenant la tension UE par RIE, on va trouver quoi? Les pertes joules d'excitation est égale à R fois IE carré. Et si on remplace le courant par la tension divisé par la résistance, on a la troisième expression qui est la tension UE au carré sur R. Avec R, bien sûr, c'est la résistance du bobinage de l'inducteur. Les pertes collectives, les pertes collectives, c'est vrai, sont des pertes ne dépendant pas de la charge, appelées aussi quoi? Pertes constantes. Elles regroupent quoi? Les pertes mécaniques, PM, et les pertes fer. Enfin, le rendement de l'alternateur. Maintenant, il y a deux cas, bien sûr. Si l'alternateur est auto-excité, c'est-à-dire il ne reçoit de puissance que du moteur qui l'entraîne, le rendement est égal, la puissance éthyle qui est égale la racine de 3 fois U fois I fois cos phi, divisé par la puissance absorbée, c'est le couple moteur fois la vitesse angulaire. Maintenant, si l'alternateur n'est pas auto-excité, il faut ajouter à la puissance mécanique reçue la puissance PGE, sont les pertes joules d'excitation. Dans le cas général, nous pouvons aussi exprimer le rendement en fonction des différentes pertes de puissance. On a la puissance éthyle. La puissance absorbée est égale à quoi? La puissance utile plus la somme des pertes qui sont perte mécanique, perte fer, perte joule d'excitation et perte joule statorique. Merci pour votre attention et à la prochaine.